J'ai survécu à un génocide au Mali avec ma famille. On était la cible principale et il y avait ma tante. Ils avaient des haches et autres, ils étaient en mode on va vous tuer. Ma question c'était pas et si je meurs, c'était pas ça. C'était et si je vis. Ça s'est passé au Mali, à Kati, à 15 km de Bamako, la capitale, dans un camp militaire où je suis née et grandie. J'ai toujours senti que j'étais différente. On me le faisait sentir d'ailleurs. Il y avait une chanson, je me rappelle encore, les gamins le disaient tout le temps. Et c'est ironique de danser sur ça d'ailleurs. C'était Tamashek Boshek Dramakele. Et c'est une phrase très raciste. Je vais faire une traduction terre à terre. Les Tamashek, c'est de la merde et ça vaut pas un centime quoi. Et on me le faisait sentir, on me disait la peau rouge. Toute ton enfance, tu sais, t'es pas normal quoi. En fait, il y a une différence au sein de la communauté malienne, à savoir qu'il y a plusieurs cultures différentes, dont les Peuls, les Soraï, les Touaregs, les Bambara, les Soninké, il y a plein d'ethnies différentes au sein du pays. Et il y a plusieurs couleurs de peau différentes. En fait, on peut considérer qu'il y a deux clans limites. Ils coupent le pays en deux dans leur tête. Le haut, le nord du Mali, c'est les peaux blanches dans leur tête, genre moi. Et le sud, c'est un peu les peaux noires, entre guillemets. En fait, cette différence, en soi, c'est surtout au niveau de la peau. Et aussi, historiquement parlant, les Touaregs, c'est qu'ils ne se sentent pas à leur place. C'est une communauté matriarcale, par exemple. C'est qui n'est pas du tout le cas des autres ethnies. Et le respect de la femme, c'est pas le même. À noter qu'en fait, au moment de la colonisation, la partie Touareg n'a pas été colonisée par les Français. Ils n'ont pas été colonisés, c'était plutôt un accord. On ne donnait pas d'humains, pas pour la guerre en fait, mais on donnait par exemple à manger, de la nourriture, ou s'ils avaient besoin d'autres aides, mais pas en armes et pas en guerriers et autres. C'était ça à peu près l'accord. Cette différence culturelle, c'est beaucoup senti. Il y a des mouvements de Touareg et des génocides de Touareg chaque 20 ans limite. Chaque 20 ans et on n'en entend pas parler. Jamais. Ils se plaignent pas, ils parlent pas. À chaque fois, ils bougent. Dans d'autres pays, ils construisent leur vie. C'est tout. La raison qui fait qu'en fait, il y a ce génocide, c'est parce qu'en fait, les Touaregs, il y a un mouvement de rébellion. Pas tous, hein, de personnes qui n'acceptent plus de se faire tuer et qui acceptent plus de vivre au sein d'un pays qui priorise le sud et qui néglige totalement le nord. Ce manque en fait a créé un mouvement qui souhaitait la libération d'une partie du pays, du territoire pour eux, pour en fait créer l'Azawad comme ils disent, qui sera le pays où les Touaregs, les Peuls et tout ça se sentiront chez eux. Du coup, j'ai grandi dans cette atmosphère. Moi, j'étais dans le sud et dans un camp militaire. C'est qui fait la gravité de la suite des événements en fait. En fin 2011, il commençait à avoir des signes de racisme et d'impact sur les Touaregs du Nord. Les mouvements qui souhaitaient la libération de l'Azawad ont repris. Ils n'étaient pas contents pour ça, du coup. Ils envoyaient des militaires maliens pour combattre contre ce mouvement au nord du Mali. À noter qu'un élément qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils violent les femmes Touaregs au nord, ils les battent et ils les tuent. Et il y avait même des vidéos horribles qui tournaient partout. Ils faisaient creuser leur propre tombe. Ils faisaient asseoir le papa et les fils. Ils violaient la maman et les fils sous les yeux. Et ils les tuaient un à un, pop, 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 et rentraient directement dans leur tombe, genre en face de leur tombe. Et ils filmaient ça. On recevait les vidéos via les groupes des familles qui envoient de gauche à droite. On annonçait souvent des décès, des personnes qui meurent, encore et c'était devenu normal. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu es assis et tu t'attends à recevoir un truc aujourd'hui. Je n'étais pas vraiment consciente que c'était suite à notre différence de peau. Dans ma tête, c'était plutôt un mouvement qui se battait pour une cause politique et ça m'intéressait pas plus que ça. Je m'attendais pas à ce qu'on soit impacté, pas du tout. J'avais pas fait de lien. En janvier 2012, je commençais à ressentir ce côté un peu raciste plus. Ma mère surtout, elle commençait à recevoir des menaces. Des menaces du genre « Oui, mon fils est parti combattre au nord, s'il ne revient pas, on vous tue. Oui, vous avez intérêt à ce que mon fils y revienne. Oui, vous êtes tous des rebelles. » Le pire, c'est vous vous occupez de votre famille rebelle ici. En mode, mon père s'occupe de soigner les personnes qui tuent leur famille. Alors que non, il les soignait eux. Comme s'il avait le temps de faire les deux. Ils sont au Mali,
genre au nord, genre c'est très loin, tu fais une journée pour y aller, voire 2 jours. C'est trop loin pour faire ça tous les jours. Suite à ça, mon père, il a plutôt fait sortir du pays mes tantes et oncles et autres. Mon père, c'est vraiment la personne qui fait pour tous avant de faire pour nous. Après, je lui en veux pas, c'est quelqu'un d'engagé. Sauf que pas de bol, c'est nous qui avons pris cher du coup. Quand il a fait sortir toute sa famille, je suis allée à l'école. Et ça, c'était le 1er février 2012. Je suis allée au lycée, tout se passait bien le matin, j'avais cours. Et à un moment, il y a un mouvement, une grève qui se passe souvent. Au lycée, au Mali, c'est normal. Ils font souvent des grèves, des écoles se lèvent, et ça, c'est normal. Et après, tu sors et on n'a pas cours toute la journée, ils sont contents, voilà, c'est comme ça. Ce jour-là, je pensais que c'était une grève. J'avais pas forcément fait le lien. On se lève et tout, on dit oui, il y a beaucoup de personnes et tout, du coup, on sort. Arrivé dehors, j'entends, sortez tous. Avant le coucher du soleil, la famille du docteur El-Mehdi va mourir. Et là, moi, je fais, attends, tilt. Ah, c'est moi la famille du docteur El-Mehdi. Oh, ok. Sauf que, j'avais pas forcément tilté. Je me suis dit, allez, je reviens vers les profs, réflexe. J'arrive, non, on me ferme la porte. Tu restes dehors, toi. J'étais en mode, oh oui, mais il y a la foule, genre. Tous les élèves sont sortis, tout le monde est sorti. Sauf qu'ils étaient avec des haches, des trucs, genre, vraiment horribles. En fait, ils ont fait sortir tous les lycées et les écoles pour aller nous attaquer, pour nous trouver. Ils ont fait sortir vraiment toutes les écoles, les lycées, même les écoles primaires. En fait, c'était des renforts pour venir piller notre maison, notre clinique et tout, et nous tuer au passage. On était la cible principale et il y avait ma tante. À ce moment-là, je sais pas, il y avait une foule partout. Réflexe, c'était t'as pas le choix, genre c'est partout. Soit tu te diriges vers la route, du coup tu traverses la foule, soit tu restes là, mais ça te mène à rien de rester là, genre. En soi, ils savaient qui j'étais. Je pouvais pas forcément me cacher. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ne m'ont pas à ce moment-là tuée. Et j'étais avec des élèves dans ma classe, ils savaient que j'étais là. Après, peut-être qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont juste pas dit que c'était elle. Mais quand il s'agit de piller, ils sont d'accord. Tant qu'on la tue pas. Ils voulaient peut-être pas ça dans leur conscience. Surtout tuer ta camarade de classe. Faut l'imaginer, faut le faire. Après, moi, par réflexe, j'ai traversé comme ça. Ils avaient des haches et autres. Ils étaient en mode, on va vous tuer. Je priais dans ma tête, vas-y, sors, genre, tu vas y arriver, tu vas aller. Je savais pas où est-ce que j'allais, mais je me suis dirigée, c'est tout. J'étais dans un état. En fait, j'étais plutôt en train d'observer qu'en train d'être dans des émotions. Parce que j'étais totalement hors d'émotions. On m'aurait vu, on aurait dit, t'as pas peur, tu fais rien, j'étais relax. Après, je me suis dirigée vers la route. Et par chance, j'ai croisé mon père dans une voiture. Il m'a dit monte, je suis rentrée dans la voiture et il m'a ramené récupérer une tante qui était dans une maison pas très loin. On l'a récupérée et après il nous a amenés dans un commissariat. Je le voyais en panique, mon père, je le voyais en panique, je parlais pas. Il me dit ça va, je fais oui. On a fait le trajet, arrivé au commissariat, on était dans une pièce cachée là-bas. Après, je voyais que mon père demandait de l'aide parce qu'il y avait ma mère et mon frère dans la maison qui se faisaient casser les pieds. Et il y avait ma sœur qui était au milieu du corps militaire et qui se faisait attaquer. Du coup, il demandait de l'aide dans les débats. L'État avait ordonné de ne pas nous aider. Et toute personne qui nous aurait aidés aurait eu des sanctions graves. Du coup, mon père est allé tout seul essayer d'aider et à un moment, il a disparu des radars. Et je ne savais plus où est-ce qu'il était, je savais plus. J'avais pas de nouvelles. Il y avait ma tante à côté de moi et elle me donnait les nouvelles. Elle dit à une autre personne en fait qui était là, oui, presque toute la famille du docteur El-Mehdi sont décédés. Et là en fait c'était en mode je suis la seule survivante. Et là je me suis assise, j'étais dans un silence quoi. Dans ma tête c'était pas quelque chose va pas bien. Ma question c'était pas et si je meurs, c'était pas ça. C'était si je vis. Après, il y a une voiture qui est arrivée pour nous faire sortir de la ville. Moi, je rentre pas dans cette voiture. Je me suis dit, mais ça mènera qu'à ça. Qu'à la mort, en fait, ça. Je sais pas où est-ce qu'on m'amène, je ne sais pas qui est là, je sais même pas qui m'a envoyé la voiture, je rentre pas dedans. Et après, une tante m'a appelée et m'a dit non, rentre dans la voiture et tout, c'est normal. Je fais bon, ok. Je suis rentrée dans la voiture. De toute façon, il n'y a pas d'autres options. Du coup, je suis rentrée dans la voiture et on était cachés avec ma tante. Et on voyait pas à l'extérieur. On était vraiment cachés totalement. Au bout de 45 minutes de route, j'ai levé la tête comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai levé la tête et un monsieur m'a vu. Sauf que le temps qu'il tilte et qu'il réagisse, on était déjà parti à un moment et j'ai vu qu'en fait, après je l'ai vu, il a tilté, il a couru, mais trop tard en fait. De Kati à Bamako, de base, tu le fais en moins de 20 minutes en voiture. Et là, on a fait 4 heures. 4 heures dans une voiture cachée. Et à chaque fois, il s'arrêtait un peu, parce que toutes les routes étaient barrées. À chaque fois, il s'arrêtait, et quand il s'arrêtait, ma tante, elle m'énervait. Elle disait,
c'est ici, je pense que c'est maintenant qu'ils vont nous tuer. T'es censée être la plus mature ici, tu disais. À chaque fois, il me faisait peur. Je m'étais pas censée être la personne qui fait peur, genre. Après ça, j'ai trouvé ma famille. On est resté cachés chez des amis à nos grands-parents qui nous ont cachés là-bas pendant 2 jours. Le temps de trouver une solution pour nous sortir du pays. Sauf que pendant ces 2 jours-là, comme ils nous ont pas trouvés, ils ont fouillé toutes les maisons pour nous trouver. Ils nous cherchaient de partout. Et je m'en rappelle encore. On nous disait, sors même pas ta tête par la fenêtre, mais vraiment cache-toi. Pendant 2 jours et après une nuit, on nous a dit, bon, on va nous faire quitter du pays. En fait, je prenais rien personnellement, j'étais détachée de tout. Les choses se passent, ok, mais c'est pas encore le moment d'y penser. Je vais pas être trop dans l'émotion, je vais être expressive. Quand il s'agit d'affection, d'amour, tout ce qui est positif, je l'exprime en grande quantité, mais tout ce qui est négatif, j'essaye de le faire neutre. Toujours tout ce qui est négatif est neutre. Et après, c'était un soir vers minuit, on nous a dit, hop, on va prendre plusieurs voitures différentes qui sont parties dans des directions différentes. Et l'objectif, c'était de sortir du pays en voiture. Moi, j'avais mon neveu dans mes bras ce jour-là et ma tante. Mais par contre, mon père est resté. Il devait venir plutôt en France. Il avait la clinique, la pharmacie, il y avait trop de trucs pour qu'il parte vers la Mauritanie en fait. Par rapport à ses avocats, tous ses avocats étaient français, tout était... Du coup, lui, c'était plutôt là-bas qu'il allait. On passait par des chemins vraiment... Voilà. Et toutes les routes étaient bloquées. Et ils attendaient, en fait, on est parti tard parce que les gens dorment. Du coup, ils vont pas rester sur des routes barrées, même s'il y a des gens, genre c'est peu par rapport à la journée. Et c'était pour nous éviter de quitter le pays. Du coup, on est sortis, par chance, on est arrivé à Mauritanie. Et à Mauritanie, c'était un autre délire. À noter qu'on est allé à Mauritanie, ma mère n'avait même pas sa paire de chaussures. Pas de sous, rien. Imaginez, vous avez fait toute votre enfance dans une grande maison, tout était bien, tout était parfait, tu manques de rien. Heureusement qu'on nous a éduqués sans matériel. On était chez un oncle qui nous a logés pendant 3 ans, complètement dépendant de lui. Et à noter qu'il a une façon, il voulait faire notre éducation. Il est hyper gentil, vraiment adorable. Tout ce que tu veux, vraiment, par contre, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais oui, il y a toujours aimé. Imagine un homme religieux, un homme qui est plutôt focus sur études. Une femme ne doit même pas rester dans la même pièce que son frère. C'est trop. Et nous, on avait l'habitude limite de prendre une douche avec notre frère, quoi. C'était une façon de voir qui était totalement différente. Après, c'est un pays islamique. C'était vraiment, je devais mettre le voile. En fait, après, on a senti comme si notre père nous a abandonnés. Parce qu'il n'était pas revenu, on se démerdait. Un jour, on a découvert que ma mère quémandait de l'argent dans la rue et auprès des familles. Avec ma sœur, on n'était pas au courant. Surtout qu'en fait, elle venait nous donner des petits sous et tout. On se disait, ah, papa lui a envoyé des trucs, tu vois. Mais non, elle nous a caché ça. Et quand j'ai découvert ça, on lui a dit d'arrêter tout. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On avait besoin de rien. C'était nous donner pour rien. Après, on est arrivé à Rouen. Et à Rouen, on était chez des gens. En fait, limite du Mali jusqu'à Rouen, on était chez des gens. On n'a pas une autre chez nous. Genre. On était toujours la chambre de telle personne, le truc genre ensemble, genre dans la simplicité d'être chez les autres. Quand j'étais à Rouen, c'est moi qui m'occupais de ma mère. À noter que ma mère, elle a un traumatisme. Elle a peur des gens. En fait, elle a tellement été gentille avec tout le monde. On l'a tellement mis vraiment au fond du gouffre tout le temps qu'elle a eu des traumatismes. Elle a vu la mort tellement de fois sous ses yeux qu'elle a peur de l'humain. Genre. Elle reste dans sa chambre. Elle parle pas aux gens. Elle n'arrive plus à sociabiliser. Elle n'arrive plus à être vraiment avec les gens. Il y avait juste un seul événement qui m'a prouvé qu'en fait, ça m'avait traumatisée à un moment. C'était quand j'ai repris l'école, le premier jour, à la récré. Il y a eu un sifflement avec un sifflet. Et là, ils se sont tous levés. C'était la pause. Sauf qu'en fait, c'est un sifflet aussi qu'on fait pour les grèves et que tout le monde sorte. Et le mouvement de masse avec un sifflet, j'ai eu le cœur qui bat tellement fort à ce moment-là. Et je suis restée assise. Je n'ai pas bougé. Et après, il y a eu des élèves qui sont venus me voir parce que je suis venue en pleine année scolaire. Ils se sont posés en mode hey, viens, on part manger. Je savais pas ce qui se passait en fait. Je me suis dit si c'est un mouvement, si c'est un truc, c'est pour ça que je peux plus les masses. Genre quand il y a beaucoup de monde. Après, je suis venue à Paris. Il y a eu des galères de ouf. Des galères parce qu'en fait, quand j'ai quitté chez mes parents, c'était vraiment dans l'optique du je suis plus un poids pour eux. Genre. Maintenant, mon père, il s'occupe que de ma mère. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de mon frère ou ma soeur ou autre. J'étais en mode c'est bon. Mais maintenant, au moins, je sais exactement ce que je veux. Je veux juste un truc, c'est d'être en paix. Genre, c'est pas d'être milliardaire, tous ces trucs. Non, je veux juste pas avoir à y penser. Tout ce cheminement, c'était
un suivi de bouleversement. Mais j'aurais pas vécu tout ça, j'aurais pas appris autant de leçons s'il n'y avait pas eu ça. En soi, j'ai pas de regret que ça se soit passé. Parce qu'en vrai, je sais pas comment je serais devenue. C'est bizarre de dire heureusement, mais oui, heureusement. Après, c'est vrai il y a des trucs qui sont devenus des forces, comme mon rapport avec la mort. Tu développes des trucs qui sont pas forcément normaux aux yeux de tout le monde, mais qui en soi, ça te permet de t'en sortir. Ça devient un peu comme une carapace, en fait. Le fait d'avoir vu tout le temps en continu la mort, d'avoir vu des injustices tout le temps, mais en continu, t'en prends tellement l'habitude que ça devient tellement normal qu'en fait, quand on te l'annonce maintenant, t'es limite, ok, t'es détaché de tout. Et ça m'a permis en même temps d'observer que les gens, quand ils se sentent mal de la mort de quelqu'un, c'est pas parce que la personne est morte, c'est parce que eux ils ont un manque pour la personne. Et quand toi tu vois que c'est normal, ce côté égoïsme de t'es mal parce que la personne part, c'est plus la même chose parce que tu ne prends plus les choses personnellement, genre c'est plus toi. Et du coup tu le vis beaucoup mieux. La seconde que tu vas faire en train de t'inquiéter pour quelqu'un, genre qui est déjà parti, c'est le temps que peut-être genre qui te restait avant que toi aussi tu partes, genre. En fait ça m'a permis à rien prendre personnellement, à relativiser tout et surtout à profiter de la vie. On est tous là pour une raison, on a tous quelque chose à faire normalement. À voir qui va faire quelque chose maintenant et qui va essayer de trouver une raison à sa vie, genre. Chacun fait sa révolution à son échelle, genre.